La seule clé qu'on a avec la nation, c'est que ce sont les gens qui habitent un certain territoire, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas construire un modèle de la nation précisément parce que on est un membre de la nation simplement parce qu'on est là, n'est-ce pas? Et le fait d'être là, c'est quand même un fait très important, n'est-ce pas? Et on est là, on n'est pas là. Si on est là, on a certaines expériences qu'on n'a pas quand on n'est pas là. Donc, l'idée de tenter de définir par une charte ou autre qui est membre de la nation, probablement, ce n'est pas comme ça que ça va aller. On commence avec les gens qui sont là. Ensuite, parmi les gens qui sont là, on développe un nombre d'institutions qui conviennent à tout le monde. Et comme ça, graduellement, un certain nombre d'idées habitent là où... donc, mais c'est comme ça aussi, comme pour construire un roman, par exemple, n'est-ce pas? Il y a un certain nombre de gens qui sont là comme personnages. Ensuite, les personnages ensemble font toutes sortes de choses. Et graduellement, ça peut avoir un sens, n'est-ce pas? Mais le sens, ce n'est pas que le sens naîtra parce que les gens sont là, mais que le sens est déjà là d'une certaine façon. Et que la rencontre des gens produise un sens qui résulte directement des échanges entre les gens qui, par accident, sont là. C'est-à-dire, on commence par une série entièrement accidentelle, mais ce qui commence comme un accident ne reste jamais simplement un accident, parce que graduellement, ça devient un tissu qui a une consistance. Et cette consistance est la chose que l'anthropologue doit construire, établir, reconnaître, n'est-ce pas? Et la même chose pour le romancier. Il faut les gens sont ensemble et il faut regarder la dynamique et voir quel est le sens de la dynamique. Comme ça, graduellement, il y a de plus en plus de contraintes qui se produisent à l'intérieur d'un système qui, au début, n'en avait aucune contrainte. Quand les gens rencontrent au début, il n'y a absolument aucune contrainte. Graduellement, quand on commence à agir,
quand les choses commencent à se passer et quand ça commence à produire des choses, des institutions, de la pensée, ou des objets matériels, et tout ça. Tout ça produit des contraintes. Et la production de ces contraintes alors, la langue qu'on parle est évidemment un élément important. Et il y a beaucoup d'autres éléments importants. Et c'est comme ça, graduellement, un, comment on dit, simplement l'occupation d'un territoire. J'ai dit un mot pour ça, mais c'est quelque part dans mes textes. Mais là, cette... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas écrit ce mot-là. Allez, je peux y écrire dans quelque part. Non, ce n'est pas un mot que vous avez attrapé. Mais c'est comme ça de toute façon. Donc quand on pose la question, est-ce qu'on devrait... La cabane a su que... Avez-vous étudié cette fête? Non, n'est pas, mais peut-être on devrait l'étudier, simplement parce que ça existe, n'est-ce pas? Et parce qu'il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas? Et parce qu'on ne peut pas vraiment savoir que la dynamique devient visible seulement en regardant ce qui se passe. Et donc, mais le système de parenté ne suffit pas tout pour expliquer ce qui se passe. Parce que s'il se passe, il y a beaucoup de gens qui ne font pas partie de la parenté, qui s'introduisent d'une façon ou d'une autre dans le système, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que la nation, c'est l'une des choses qui, au début, ont une existence entièrement arbitraire. Mais graduellement, à l'intérieur de cet arbitraire, une certaine structuration des moyens et des pensées, etc., a lieu. Et c'est ça, l'observation anthropologique, c'est de donner un sens à ce qui se passe aussi. Et là, il y a évidemment toujours un élément historique, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'années où nous sommes en société quelque part, n'est-ce pas? En Occident, c'est appelé à partir des Grecs ou des Égyptiens ou quelque chose, et les Romains. Alors, il y a toutes sortes qui ont laissé toutes sortes de structures qui auraient existé déjà. L'Église et toutes sortes. Donc là, tous ces éléments introduisent éléments de contrainte. Mais rien dans tout ça c'est prémédité et aussi c'est plein de contradictions ici et là, n'est-ce pas? Mais tout ça est finalement on forme un tout imprévisible. Donc là c'est ça. Mais le danger de l'anthropologie serait d'imposer un modèle qui est simplement dans notre cerveau
et qui n'a pas d'existence ailleurs et qui n'est pas nourri par l'observation quotidienne de ce qui se passe. Donc, il faut être très proche de ce qui se passe et voir quels sont les liens et les relations entre ces choses. Regardons maintenant si on peut attacher tout ça à notre question. Donc, identité nationale, c'est déjà très problématique. Parce qu'à ce moment-là, où va-t-on trouver cette chose-là, n'est-ce pas? C'est ça. Ce n'est pas là. Et là, ces notes que j'ai prises, ce roman de Ferron, Papaboss. Alors, d'abord, c'est une sorte de nuage qui flotte quelque part dans le ciel. Ensuite, le nuage qui vient de plus proche. Et graduellement, ça commence à avoir une certaine forme. Et elle pense de cette forme sans fond, non, que peut-être c'est un ange. Ensuite, graduellement, elle pense de plus en plus que c'est un ange quand elle arrive plus proche d'elle, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, elle commence à avoir des ailes et plus d'autres éléments qui sont normaux pour un ange. Et donc, elle est sûre que c'est un ange. Ensuite, cet ange va chez son voisin, n'est-ce pas? Voisin avec lequel elle a des sortes de relations troubles, parce que elle désire vraiment coucher avec lui, lui désire coucher avec elle, mais on n'a vraiment rien fait pour organiser tout ça. Et c'était vraiment assez flou à ce moment-là. Mais à ce moment-là, l'ange paraît, et graduellement, elle commence à penser que cet ange, c'est vraiment son voisin. Et alors, graduellement, il semble qu'en effet, c'est son voisin qui s'est, plus ou moins, déguisé comme ange, tu vois. Et ensuite, elle dit, ah non, mais c'est toi, tu es le propriétaire. Ah non, non, je ne suis pas le propriétaire, sûrement non, je ne suis pas le propriétaire. Et c'est compliqué ça, parce que lui, il est vraiment fou à ce moment-là, parce qu'ils sont nus aussi. Et dans le bain, elle est dans un bain, et lui, il est là aussi. Donc c'est très érotique d'une certaine façon. Mais lui, il dit toujours que c'est un message, et que c'est le message de Papaboss. Et lui, il doit improviser plus ou moins un système religieux qui serait sous le contrôle, un vrai Dieu qui est le Dieu de tout l'univers et qui fait tout ça. Et là, il écrit ça. Elle ne croit pas que ce Dieu existe vraiment.
Et à ce moment-là, la question érotique est plus ou moins disparaît de plus en plus parce qu'elle est vraiment très concernée de décider de quelle sorte d'ange il s'agit là, n'est-ce pas? Et ensuite, donc ça n'est finalement, elle décide que elle devrait l'avoir quand même parce qu'il est évidemment, il a beaucoup de connaissances de ce système, de système de Papa Bosch. Et ce n'est pas entièrement improvisé. Il y a un système de ce type quelque part. Peut-être Papa Bosch a peut-être une sorte d'existence. Et là, il y a un prêtre qui est mort depuis longtemps, mais qui lui a donné ses conseils, il y a 20 ans, ou quelque chose comme ça, quand il est déjà très vieux. Et donc, elle le rencontre plus ou moins dans un rêve. Il y a une conversation de plusieurs chapitres. Elle et ce prêtre qui est déjà mort, autour de Papa Bosch. Et lui, le prêtre, n'a aucune connaissance de Papa Bosch. Papa Bosch n'a pas existé quand il était vivant. Quoi. Mais il existe donc maintenant. Et donc, il pose toutes sortes de questions sur ce Papa Bosch. Il conclut que, alors, bon, ce Papa Bosch, pas très loin de Dieu, il y a probablement le Dieu et la Vierge, etc. Ils sont quelque part près de là, qui ont inspiré ça. On ne peut pas supposons que c'est entièrement diabolique. On peut supposer que le diable est quelque part là-dedans, mais pas entièrement. C'est une sorte de mélange. Et alors, donc, dans le dialogue entre elle et le prêtre, qui est donc mort depuis longtemps, n'est-ce pas, on développe graduellement un modèle qui n'est pas du tout le monoculture, n'est-ce pas? Pas la monoculture, mais c'est vraiment très, très nuancé entre c'est un certain Dieu et un certain Dieu inférieur qui a certaines traces de diabolique, mais quand même aussi une certaine existence, n'est-ce pas, etc., etc. Donc, soudainement, on n'est plus du tout dans une sorte un monde, monoculture. On est, parce qu'il y a surtout beaucoup de gens étrangers, toutes sortes de marginaux dans la société qui ne font pas partie, autochtones aussi, mais toutes sortes de gens qui n'appartiennent à personne, mais qui ont quand même qui ont une croyance de Papa Bosch. Papa Bosch, tous les gens qui sont pauvres et un peu dépourvus de tout, ils font partie de Papa Bosch. Papa Bosch est vraiment là pour tous les marginaux. Et le Papa Bosch est toujours avec eux. Donc, il y a toujours un ange qui la visite et qui s'intéresse à ça passé. C'est aucun autre Dieu n'a jamais fait ça par le passé. Ça, c'était la première fois qu'elle a eu un ange, c'était vraiment accepté. Donc, à ce moment-là, elle s'est plus ou moins parlé dans ce système, ou rêvé dans la direction où elle a accepté.
Mais à ce moment-là, comme tu peux imaginer avec Ferron, lui, il est devenu entièrement impotent. Et il est incapable de faire ce qu'il devrait faire à ce moment-là. Tout à fait nu, il me semble, mais incapable. Hein. Et, alors, mais mais aussi, il y avait un type, un vieillard. Maintenant, si je trouve le livre. Ça, c'est un vieillard, très, très, très vieux. 80 ans, 80 ans, quelque chose comme ça. Mais lui, il vient chez elle en visite de temps en temps. Euh, et, alors, mais ça commence. Ah, chapitre 2, je chapitre 2. Ah oui, ah oui. Alors, ça s'appelle un bonhomme qui s'appelle Barnèche. Et là, tout ça, c'est écrit par un ange. Tous les livres ici, écrits par un ange qui a observé ce que fait la femme, tu vois. Et selon les règles du Papa Bosch, il doit donner un compte rendu exactement ce qui est arrivé toute la journée. Et lire ça, et lui donner ce compte rendu de tout ce qui est arrivé. Ça, c'est le rôle de l'ange, tu vois. De tout observer, et alors adresser avec vous dans la femme. À ce moment-là, cette femme devient consciente de ce qui lui arrive, n'est-ce pas? Et cette conscience fait partie exactement de la civilisation qu'on veut construire, n'est-ce pas? C'est la cause de ça que Papa Bosch est très important. Il construit une civilisation. Donc vous, cet ange écrit, mais vous avez demandé au bonhomme Barnèche, son père, de la part de qui venez-vous? Barnèche, j'ai toujours pensé, et ma vieille, c'est sa femme aussi, que je vientions de la part des marionnettes. Les marionnettes. La marionnette, c'est comme qui dirait la lumière de la musique. Maintes et maintes fois, je les ai vus dans le grand ciel du nord, en face des hauteurs de Kamouraska, dans un ciel couleur de mer enfoui sous la glace. L'immense banquise apparaît, toute verte, illuminée par transparence, passant par le vent un soleil que personne n'a jamais aperçu. Banquise presque aussi haute, presque aussi large que le ciel du nord. Soudain, elle éclatait en une magone de millions et de milliards de petites groupes, petites lueurs tremblotantes qui montaient, descendaient, se groupaient, s'éparpillaient au gré de l'eau et des courants. La moitié du ciel, dans la nuit muette, en face des hauteurs de Kamouraska, devenait un grand feu d'artifice, un grand jeu de marionnettes. J'épaulais mon violon au premier coup d'archet. Toutes ces lueurs se mettaient à danser, obéissant à tous les rythmes
gigue, rille, quadrille. Elle vivait d'une danse à l'autre, etc., etc. C'est comme ça qu'il parle. Hein. Alors, et c'est à ce moment-là, hein, il a séduit tout simplement. Elle ne pose aucune question. La seule question qu'elle pose, ah oui, elle pas pose une seule question. Ça, c'est. Donc, il voit tout ça avec les marionnettes. Et alors, il dit, je dois venir de leur part. Vous êtes Jeannette comme elle l'était quand je les faisais giguer. J'épaulais mon violon, je serais dans le point de s'éteindre. Rien comme la musique pour redonner leur couleur aux jeunes créatures. Alors, quelque part, alors elle ne veut pas vraiment écouter de la musique. Finalement, il a séduit simplement. Mais, ah oui, avant qu'il puisse la séduire, elle veut savoir Marc, non, il dit que tout ce qui arrive à lui trouve, tout il porte la marque de Dieu. C'est ça. Ah oui. Il dit que tout marque. Et elle veut savoir de tout ça, la marque de Dieu, et ensuite on l'a séduit. Et puis, il doit lui expliquer ce qu'elle va quoi, la marque de Dieu. Et quand il a séduit, il dit, la marque de Dieu, c'était notre peur, tout simplement. Donc la société se fait par la fête. Yeah. Donc, il a transformé cet ange, n'est-ce pas, en marionnette. Et alors, le ciel, la musique, tout ça, n'est-ce pas? Et ensuite, il a ce signe de Dieu, c'est une allégorie, n'est-ce pas? Et cette allégorie est effectivement la séduction même, n'est-ce pas? Tout ça est organisé comme ça. Donc, ce que Barnet s'est fait, c'est quelque chose que le propriétaire n'était pas capable de faire. Il a joué un jeu de correspondance et ensuite il a mis en scène cette allégorie, n'est-ce pas? Et là, ça m'a frappé, deux choses m'ont frappé. La première qui m'a frappé, c'est que Perron a dû passer beaucoup de temps
à lire Baudelaire, Fleur du mal, n'est-ce pas? Parce que l'allégorie et la correspondance, etc., exactement, c'est un monde poétique de Baudelaire. Et tu vois comment, dans tout ça, si je ne sais pas, si je ne lis jamais Baudelaire, par exemple, je ne sais pas de quoi ça vient, n'est-ce pas? Et là, je dois imaginer que tout ça arrive magiquement dans l'esprit de Ferron. Mais ce n'est pas comme ça que Ferron est un homme qui lit et qui est très érudit. Et lui, il sait exactement ce qu'il fait. Donc tout ça, ce n'est pas simplement une inspiration, c'est une connaissance de certains types de monde littéraire aussi. Mais ce monde littéraire a des façons de figer une idée abstraite, n'est-ce pas? Comme le signe de Dieu,